Ma famille a une petite maison de vacances dans le Colorado. Mes parents sont de fervents skieurs, ce qui a été la motivation derrière cet achat. La maison appartenait à la famille avant ma naissance. Il montre certainement son âge à bien des égards, mais il a aussi 40 ans. Il n'aura pas l'air neuf. Mon père a dû faire beaucoup d'entretiens sur place au fil des années. Il fait toujours partie de notre famille aujourd'hui, même s'il est vraiment en voie de disparition à ce stade. Mon père parle de le démolir et d'en construire un nouveau, mais je ne suis pas vraiment impliqué dans sa décision. Cette histoire se déroule il y a environ 15 ans, lorsque j'avais 8 ans et que mon frère en avait 11. Nous étions dans le Colorado pendant une tempête de neige. Les chutes de neige étaient folles et bien sûr, mon frère et moi avons dû sortir et jouer dedans. Ce qu'il y avait de bien dans le fait d'y aller quand nous étions enfants, c'était la quantité d'espace. La propriété dispose d'une immense ouverture entourée de bois dans toutes les directions. Il y a une voie sans issue qui descend, menant à quelques autres propriétés presque aussi grandes. C'est la configuration parfaite pour les jeux de cache-cache, les batailles de boules de neige ou tout autre jeu de ce type. Mon frère Josh et moi sommes sortis en tenue de neige pour jouer à notre jeu de bataille de boules de neige avec nos propres petites règles personnalisées. En gros, nous installerions 2 forts. Nous pouvions choisir nos forts n'importe où, mais nous devions nous dire où nous choisissions. Nous fabriquerions ensuite une boule de neige géante comme soi-disant joyau que nous devions réussir à voler dans l'autre base et à ramener dans la nôtre. Josh a choisi d'établir sa base sur la propriété voisine la plus proche. Il n'y avait presque jamais de voitures là-bas, comme 9 fois sur 10. Donc nous jouions souvent à des jeux sur leur propriété aussi, puisqu'ils n'étaient jamais là. Ce que nous ferions, c'est construire de petits murs pour imiter un fort, puis placer la grosse boule de neige derrière les murs. Pour nous rendre aux bases de chacun dans ce jeu, nous pourrions soit traverser les bois, soit emprunter la route qui monte ou descend pour arriver au fort opposé. Une fois que Josh avait couru sur la route et disparu, j'étais censé attendre qu'il siffle pour signaler que le match avait commencé. J'ai attendu un moment, très longtemps, plus de 5 minutes. Il avait déjà installé son fort à ce moment-là, il ne lui restait donc plus qu'à y retourner et à dénoncer. Lorsqu'il a fallu environ 10 minutes, j'ai décidé que je ne pouvais probablement tout simplement pas entendre le coup de sifflet d'où j'étais. J'ai commencé à tracer mon itinéraire. Vaut-il mieux passer par les bois ou par la route? J'ai opté pour la route parce que, honnêtement, traverser les bois lors d'un blizzard à 8 ans était une idée effrayante. J'ai commencé à marcher péniblement dans la neige non déneigée au sol, tandis que des flocons de neige me soufflaient au visage. Mais avec le nombre de couches que ma mère m'a fait mettre, je n'avais pas froid du tout. Alors que je m'approchais de l'allée menant à la propriété voisine, j'ai regardé à travers les arbres et je n'ai pas vu Josh là-bas. Avec toutes les broussailles et les arbres dénudés en hiver, il était assez facile de voir à travers les bois. Alors, j'ai pénétré dans la propriété à travers les arbres pour me faufiler, mais Josh n'était littéralement nulle part en vue. J'ai vu son fort. Alors, j'ai regardé autour de moi, et quand j'ai pu confirmer qu'il n'était pas à proximité, je me suis approché de son fort pour récupérer le joyau. Avant que je puisse le faire, j'ai entendu une voix de femme crier « Excusez-moi, vous cherchez votre frère ?» Je me suis tourné dans la direction d'où il venait, et c'était une femme plus âgée devant la porte d'entrée de la maison voisine. J'ai rappelé que nous jouions à un jeu. Elle a répondu « Votre frère n'est pas là ». J'étais très confus. J'ai commencé à marcher vers les marches de la maison, et à mesure que je me rapprochais, le visage de la femme devenait plus clair. Pour moi, âgée de 8 ans, elle avait l'air beaucoup plus âgée qu'elle ne l'était probablement. Alors que je m'approchais de la maison, j'ai remarqué que quelqu'un me regardait depuis l'une des fenêtres de l'étage. Pendant 1 seconde, j'ai cru que c'était Josh. C'était quelqu'un dont la moitié du visage était couverte, probablement par un bonnet noir, et la partie inférieure de son visage était cachée sous la fenêtre. J'ai également remarqué une autre traînée d'empreintes de pas menant à la porte d'entrée,
Elle devait être celle de Josh. La femme me faisait un sourire très effrayant. Je me souviens de cette sensation de cœur qui se battait pour une raison quelconque. Elle m'a fait signe d'entrer, me disant d'entrer et de sortir du froid. Ma famille a une petite maison de vacances dans le Colorado. Mes parents sont de fervents skieurs, ce qui a été la motivation derrière cet achat. La maison appartenait à la famille avant ma naissance. Il montre certainement son âge à bien des égards, mais il a aussi 40 ans. Il n'aura pas l'air neuf. Mon père a dû faire beaucoup d'entretiens sur place au fil des années. Il fait toujours partie de notre famille aujourd'hui, même s'il est vraiment en voie de disparition à ce stade. Mon père parle de le démolir et d'en construire un nouveau, mais je ne suis pas vraiment impliqué dans sa décision. Cette histoire se déroule il y a environ 15 ans, lorsque j'avais 8 ans et que mon frère en avait 11. Nous étions dans le Colorado pendant une tempête de neige. Les chutes de neige étaient folles et bien sûr, mon frère et moi avons dû sortir et jouer dedans. Ce qu'il y avait de bien dans le fait d'y aller quand nous étions enfants, c'était la quantité d'espace. La propriété dispose d'une immense ouverture entourée de bois dans toutes les directions. Il y a une voie sans issue qui descend, menant à quelques autres propriétés presque aussi grandes. C'est la configuration parfaite pour les jeux de cache-cache, les batailles de boules de neige ou tout autre jeu de ce type. Mon frère Josh et moi sommes sortis en tenue de neige pour jouer à notre jeu de bataille de boules de neige avec nos propres petites règles personnalisées. En gros, nous installerions 2 forts. Nous pouvions choisir nos forts n'importe où, mais nous devions nous dire où nous choisissions. Nous fabriquerions ensuite une boule de neige géante comme soi-disant joyau que nous devions réussir à voler dans l'autre base et à ramener dans la nôtre. Josh a choisi d'établir sa base sur la propriété voisine la plus proche. Il n'y avait presque jamais de voitures là-bas, comme 9 fois sur 10. Donc nous jouions souvent à des jeux sur leur propriété aussi, puisqu'ils n'étaient jamais là. Ce que nous ferions, c'est construire de petits murs pour imiter un fort, puis placer la grosse boule de neige derrière les murs. Pour nous rendre aux bases de chacun dans ce jeu, nous pourrions soit traverser les bois, soit emprunter la route qui monte ou descend pour arriver au fort opposé. Une fois que Josh avait couru sur la route et disparu, j'étais censé attendre qu'il siffle pour signaler que le match avait commencé. J'ai attendu un moment, très longtemps, plus de 5 minutes. Il avait déjà installé son fort à ce moment-là, il ne lui restait donc plus qu'à y retourner et à dénoncer. Lorsqu'il a fallu environ 10 minutes, j'ai décidé que je ne pouvais probablement tout simplement pas entendre le coup de sifflet d'où j'étais. J'ai commencé à tracer mon itinéraire. Vaut-il mieux passer par les bois ou par la route? J'ai opté pour la route parce que, honnêtement, traverser les bois lors d'un blizzard à 8 ans était une idée effrayante. J'ai commencé à marcher péniblement dans la neige non déneigée au sol, tandis que des flocons de neige me soufflaient au visage. Mais avec le nombre de couches que ma mère m'a fait mettre, je n'avais pas froid du tout. Alors que je m'approchais de l'allée menant à la propriété voisine, j'ai regardé à travers les arbres et je n'ai pas vu Josh là-bas. Avec toutes les broussailles et les arbres dénudés en hiver, il était assez facile de voir à travers les bois. Alors, j'ai pénétré dans la propriété à travers les arbres pour me faufiler, mais Josh n'était littéralement nulle part en vue. J'ai vu son fort. Alors, j'ai regardé autour de moi, et quand j'ai pu confirmer qu'il n'était pas à proximité, je me suis approché de son fort pour récupérer le joyau. Avant que je puisse le faire, j'ai entendu une voix de femme crier « Excusez-moi, vous cherchez votre frère ?» Je me suis tourné dans la direction d'où il venait, et c'était une femme plus âgée devant la porte d'entrée de la maison voisine. J'ai rappelé que nous jouions à un jeu. Elle a répondu « Votre frère n'est pas là ». J'étais très confus. J'ai commencé à marcher vers les marches de la maison, et à mesure que je me rapprochais, le visage de la femme devenait plus clair. Pour moi, âgée de 8 ans, elle avait l'air beaucoup plus âgée qu'elle ne l'était probablement. Alors que je m'approchais de la maison, j'ai remarqué que quelqu'un me regardait depuis l'une des fenêtres de l'étage. Pendant 1 seconde, j'ai cru que c'était Josh.
C'était quelqu'un dont la moitié du visage était couverte, probablement par un bonnet noir, et la partie inférieure de son visage était cachée sous la fenêtre. J'ai également remarqué une autre traînée d'empreintes de pas menant à la porte d'entrée. Elle devait être celle de Josh. La femme me faisait un sourire très effrayant. Je me souviens de cette sensation de cœur qui se battait pour une raison quelconque. Elle m'a fait signe d'entrer, me disant d'entrer et de sortir du froid. Je skie depuis aussi longtemps que je sais marcher. Mes parents faisaient du ski de compétition. C'est en fait comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il était donc très important pour eux que mes frères et sœurs et moi apprenions le plus tôt possible. Avance rapide d'environ 20 ans, et c'est l'âge que j'ai maintenant. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques hivers, alors que j'avais 21 ans et que j'étais en dernière année d'université. Tout le monde sait que le meilleur ski accessible au nord-est se trouve au Vermont. Ce serait un voyage comme les autres. Moi, Jaden, Ryland et Amir. Je ne me souviens absolument pas de quelle montagne nous skiions lors de ce voyage, car Jaden avait tout réservé et Ryland conduisait. Ce dont je me souviens, c'est que c'était immense, avec 7 remontées mécaniques couvrant tous les différents sommets. Si je devais deviner, c'était Killington. Nous avons skié près de 2 jours complets, et je suis sûr qu'il y avait encore des pistes que nous avons manquées. C'est à quel point c'était grand. Le deuxième jour, après avoir skié la veille, nous avions une assez bonne idée des pistes qui nous plaisaient. Cette journée serait principalement consacrée à nous tester et à repousser nos limites. Conformément à la tradition, je mentirais également si je disais que nous n'avions pas une poignée de tireurs Fireball pour animer les choses. Nous faisions un voyage extrêmement agréable. Les doubles noirs n'étaient jamais ennuyeux et dévaler chaque pente était un petit jeu en soi. Il nous restait peut-être 1 heure avant la fermeture des remontées mécaniques. Nous étions tous épuisés, mais savions que dès que nous prendrions la route pour rentrer chez nous, la montagne nous manquerait à nouveau instantanément. Nous réfléchissions à la façon dont nous allions terminer le voyage en haut de l'ascenseur lorsque 2 filles sans casque se sont dirigées vers nous. Cela peut paraître un peu étrange à certaines personnes, mais je ne rendrais pas justice à l'histoire si je laissais ce détail de côté. Les filles, une brune et une blonde, étaient magnifiques. Et je ne dis pas cela d'une manière étrange. Elles étaient objectivement 2 des plus belles femmes que j'ai jamais vues en personne. C'était désarmant. Ils se sont présentés comme étant Taylor et Devon, et nous avons commencé à bavarder. En gros, ils nous ont dit qu'ils s'ennuyaient parce que la montagne était pleine de gens âgés, ce que j'avais d'ailleurs fait remarquer à mes amis la veille. La raison pour laquelle ils nous ont approchés était logique. Un groupe de jeunes qui semblaient avoir à peu près leur âge. Devon semblait être une skieuse très expérimentée, car elle n'arrêtait pas de poser à Amir toutes ces questions techniques sur ses skis. Amir et Ryland possédaient en fait leurs propres skis coûteux, au lieu de les louer comme Jaden et moi le faisions toujours, ce qui semblait impressionner les filles. Taylor a fait un commentaire à propos de nos tireurs, et nous leur avons dit en plaisantant que l'alcool avait libéré notre véritable potentiel de ski ou quelque chose de stupide comme ça, ce qu'ils ont trouvé drôle. À notre grande surprise, Devon a sorti une bouteille banalisée et nous a nargués, nous traitant de mousse parce que nous nous en tenions à une boisson aussi apprivoisée que Fireball. Nous avons tous les 4 relevé le défi et avons joyeusement bu une gorgée de leur bouteille, ce qui, je peux le dire, a envoyé Ryland un peu par-dessus bord. Il a tendance à boire plus qu'il ne peut en supporter, ce n'était donc pas trop surprenant. J'ai pris note de ne pas trop boire parce que quelque chose dans toute cette situation m'irritait dans le mauvais sens. J'avais encore du mal à croire que ces 2 filles voudraient avoir affaire à des enfants stupides comme nous, d'autant plus que nous portions tous des casques et que nos visages n'étaient pas exactement visibles. Pourtant, les choses se passaient très bien. Amir était comme à son habitude, trop coquette, mais Taylor avait l'air d'être intéressée. Alors, je ne me suis pas plaint.
Je pensais que nous allions simplement passer le reste de notre temps sur la piste avec ces filles, ce qui ne me dérangeait pas trop. Bon sang, peut-être qu'ils savaient quelque chose que nous pourrions faire après la fermeture des pistes. À ce moment-là, Devon nous a demandé si nous avions skié sur une piste appelée Devil's Forest, un nom que je ne reconnaissais certainement pas. Notre autre ami, Chase, aurait fait mémoriser la carte des sentiers, car il s'agit littéralement d'un GPS de marche, mais il n'était pas avec nous. Nous leur avons répondu que non, et ils nous ont expliqué qu'il s'agissait d'un sentier de sous-bois un peu obscur et rarement ouvert. Pour ceux qui ne le savent pas, les sous-bois sont essentiellement des sentiers qui s'étendent entre les arbres pour vous permettre de skier à travers une forêt. En fait, nous aimions skier dans les sous-bois plus que toute autre chose. Alors ce sentier Devil's Forest a piqué notre intérêt. Nous leur avons dit que nous étions en jeu et ils nous ont fait signe de les suivre. Nous avons atteint un point d'étranglement avec nos skis et ils nous ont dit de les enlever, car nous devions marcher légèrement en montée pendant un court moment. Je pouvais dire que nous étions dans une partie relativement désolée de la montagne, car la neige était parfaitement fraîche et il n'y avait personne autour. L'idée d'une aventure était plutôt vivifiante, alors je n'y pensais pas. Ivres et curieux, nous avons enlevé nos skis et suivi les filles jusqu'à la montagne. Amir et Ryland ont couru devant, probablement pour flirter davantage, tandis que Jaden et moi sommes restés en retrait pour leur laisser de l'espace. Pendant que nous suivions, je pouvais dire que Jaden avait l'air un peu méfiant, alors je lui ai demandé ce qu'il avait en tête. J'aime nous considérer comme les membres rationnels et pondérés du groupe. Amir était trop imprévisible et impulsif, et Ryland suivrait une fille du haut d'une falaise si elle le conduisait. Jaden a dit qu'il était étrange que ce supposé sentier soit inaccessible depuis une remontée mécanique, ce avec quoi j'étais d'accord. Je n'avais jamais eu à monter une colline pour atteindre un sentier auparavant. Nous avons convenu de garder un œil attentif sur les choses. De toute façon, que pourraient nous faire 2 filles à un groupe de 4 grands gars? Ils nous ont conduits dans la forêt et le terrain a finalement commencé à se stabiliser. Jaden et moi avons rattrapé le groupe et il était évident que Ryland et Amir avaient tous deux fait des progrès considérables. Ryland avait ses bras autour de Devon, qui souriait et riait. Ils indiquaient la même direction que celle dans laquelle nous allions, qui était tout d'un coup devenue une pente descendante. Je soupirais, sachant que c'était un autre cas où nous aurions pu utiliser l'aide de Chase. Il aurait su exactement où nous étions et où cette piste aurait mené. Jaden était toujours sceptique et a demandé aux filles si elles étaient sûres qu'il s'agissait d'une véritable piste. Ils ont répondu oui et nous ont dit que cela nous ramènerait également directement aux remontées mécaniques. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Devon a sorti la bouteille et nous a dit que nous devions la finir. Amir et Ryland ont joyeusement pris quelques grandes gorgées, mais lorsque la bouteille est arrivée à Jaden, il a dit qu'il était suffisamment ivre. Dès qu'il a parlé, j'aurais juré que le sourire de Devon s'est transformé en un air renfrogné vraiment colérique pendant une fraction de seconde. Mais au moment où je cligne des yeux, elle souriait à nouveau. J'ai dû être le seul à le remarquer, car j'ai regardé mes amis et leurs expressions étaient toutes normales. Elle afficha un sourire séduisant et battit des yeux vers Jaden, lui demandant gentiment. Il attrapa la bouteille à contre-cœur, ne serait-ce que pour la faire taire. Au moment où cela m'est arrivé, j'ai porté la bouteille à ma bouche, mais je n'ai pas vraiment bu. Tout dans cette rencontre sonnait l'alarme dans ma tête. J'ai rendu la bouteille à Devon, qui l'a rangée. J'ai remarqué qu'aucune des 2 filles n'avait bu cette fois-ci. Je me suis rendu compte que je n'avais vu ni l'un ni l'autre boire quoi que ce soit pendant tout ce temps. J'ai vérifié mon téléphone, 1 demi-heure avant la fermeture des ascenseurs. J'ai essayé de trouver une excuse pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas skier sur cette piste, en disant que nous n'aurions pas assez de temps pour remonter et redescendre la montagne jusqu'à l'endroit où nous nous étions garés. Les filles ont insisté sur le fait que nous aurions suffisamment de temps,
et que les remontées mécaniques étaient de toute façon reliées en bas. Puis, sans prévenir, ils nous ont dit que nous perdions trop de temps et se sont dirigés vers la pente en nous disant de les suivre si nous le pouvions. Amir et Rylan ont immédiatement suivi, espérant clairement une issue favorable au fond. Jayden et moi ne voulions évidemment pas le faire, mais nous avons pensé que nous n'avions pas d'autre choix que de suivre, alors c'est ce que nous avons fait. J'ai laissé Jayden ouvrir la voie car, après tout, c'était quand même une piste difficile, et skier en forêt n'est pas une blague. Je ne suis pas sûr de ce à quoi je m'attendais, mais lorsque nous sommes arrivés au fond, j'ai été soulagé. Ils étaient tous les quatre au bas de la pente, riant et flirtant comme ils l'avaient tout fait avant que Jayden et moi ne rattrapions le groupe. Mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas d'ascenseur en vue. Nous étions toujours entourés de forêts de tous côtés. J'ai demandé sévèrement aux filles où se trouvait l'ascenseur, et elles m'ont dit d'arrêter de m'inquiéter et qu'il était à proximité. Ensuite, ils ont dit qu'ils nous y emmèneraient dans quelques minutes. Je me détendis un peu, supposant que je m'inquiétais tout ce temps pour rien. Alors que je me frottais les yeux, j'ai entendu un bruit sourd distinct dans la neige. Je les ai ouverts pour voir Rylan, qui s'était littéralement évanoui sur le dos dans la neige. Les filles ont ri, le traitant de poids léger, mais je pouvais dire que c'était plus sérieux que ça. Avant même que je puisse réagir, Amir s'est effondré à son tour. J'ai commencé à paniquer et je me suis précipité vers eux en déclipsant mes skis. J'ai remercié ma bonne étoile car elle semblait respirer normalement, mais j'étais plus qu'horrifié. Jayden fit un pas vers les filles, leur demandant ce qui se passait. Il semblait véritablement choqué, affirmant qu'il n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas. Jayden fit un pas de plus avant de s'évanouir à son tour dans la neige. J'ai regardé sous le choc, essayant toujours de comprendre la gravité de la situation. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre que cela nous arrivait. Ma tête a commencé à tourner et j'étais sûr que j'étais le prochain. Les filles avaient désormais arrêté de faire semblant et me regardaient comme si elles attendaient que je m'évanouisse. J'avais le vertige, alors je me suis assis dans la neige même si je voulais rester debout. J'ai exigé de savoir ce qu'ils nous avaient donné. D'ailleurs, ils n'ont pas répondu, ni même bougé. Je leur ai crié dessus encore et encore, mais ils n'ont toujours pas réagi. Je voulais me lever, mais je ne pouvais littéralement pas me tenir debout. Mais je ne me suis pas évanoui, j'ai gardé les yeux ouverts tout le temps. Finalement, Taylor s'est tournée vers Devon et a dit quelque chose du genre « Il ne doit pas avoir assez bu ». Elle avait l'air plus énervée qu'autre chose. Devon jura avant de dire à Taylor qu'il devait partir. J'étais toujours gelé. Après avoir déclipsé leurs skis, je les ai regardés prendre les skis d'Amir et Rylan avant de s'en aller péniblement dans les bois. Je devais faire quelque chose, mais mon corps était toujours engourdi. Je ne pouvais pas les laisser repartir avec les skis de mes amis. Je savais qu'ils ne seraient pas capables de se déplacer aussi vite avec 2 paires de skis chacun, surtout dans la neige. Quelques minutes se sont écoulées et j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. J'ai trébuché après leurs traces dans la neige, mais c'était vraiment effrayant de voir jusqu'où ils étaient allés, même avec tout ce poids supplémentaire. Finalement, j'ai tourné un virage et je les ai vus au loin, bien devant moi. Je pensais que tant que je les garderais en vue, je serais capable de les retrouver. Je les suivis pendant quelques minutes, et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues folles. La forêt cédait la place à une clairière que je voyais transformée en route. Nous devions littéralement nous trouver de l'autre côté de la montagne de ski, ce qui était logique avec le recul. C'est alors que j'ai remarqué la camionnette garée au loin. Je m'arrêtai net à la lisière du bois. Le côté de la camionnette s'est ouvert et 4 grands mecs sont sortis pour intercepter les filles. Les filles ont fait signe aux gars de remonter dans la camionnette et l'un d'eux s'est retourné et m'a pointé directement du doigt. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais trop impliqué et que je me sentais aussi idiot d'avoir laissé mes amis sans défense, inconscients dans les bois. Les gars à l'intérieur de la camionnette semblaient se demander s'ils devaient ou non partir ou me poursuivre,
et je n'attendais pas une seconde de plus. J'ai commencé à reculer par où j'étais venu, sachant que je pourrais retrouver mes amis grâce aux traces que je laissais derrière moi dans la neige. Je les ai trouvés toujours évanouis. Je pensais que c'était Jaden qui avait le moins bu, alors j'ai d'abord essayé de le réveiller. Après quelques poignées de neige au visage, il était suffisamment réveillé pour parler. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, toujours sous le choc. Nous avons essayé de réveiller Amir et Ryland, mais sans succès. Jaden et moi pensions que nous n'avions pas de meilleure option que de prier pour que ces types ne décident pas de nous retrouver, mais ils ne sont jamais venus. Je ne raconterai peut-être pas l'histoire s'ils l'avaient fait. Nous avons attendu environ 1 heure que nos amis se réveillent, et quand ils l'ont finalement fait, nous leur avons tout raconté. Nous avions 1 million de questions. Qui étaient ces filles? Qui étaient ces autres gars? Qu'allaient-ils nous faire? C'était effrayant d'imaginer ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas été assez rapide pour faire semblant de boire. Le meilleur des cas était que nous nous serions réveillés volés, mais même cela aurait été horrible. Quelque chose me dit que personne n'irait à ces extrêmes juste pour voler des jeunes fauchés qui ont l'air d'être universitaires. D'ailleurs, qui garde vraiment des objets de valeur sur soi lorsqu'on skie? Je suppose que les skis coûteux d'Amir et Ryland valèrent la peine d'être volés, mais cela me semblait quand même exagéré. De plus, comment aurait-il pu savoir que nous avions des skis coûteux avec nous au lieu de les louer? Les choses n'avaient aucun sens. Trouver la voiture a été un enfer. Le signaler à la police était un enfer. Le retour à la maison a été un enfer. Les gens qui dirigeaient la montagne ont juré qu'ils identifieraient ces personnes, mais nous avons évidemment dû reprendre la route et nous n'avons pas pu le vérifier. La police a pris cela un peu plus au sérieux et nous a dit que nous serions informés si quelque chose arrivait. Je pense que cela a même fait l'actualité locale, mais cela fait des années maintenant et ils n'ont visiblement jamais rien trouvé. À ce jour, nous n'avons aucune idée du type de drogue qu'ils nous ont donné. Rien en ligne ne décrivait quelque chose d'aussi efficace aussi rapidement, surtout en quantité modérément faible. Notre meilleure hypothèse était que la substance était un mélange de drogue, ce qui est logique car tous mes amis se sentaient un peu étourdis après leur réveil. Ces filles et tous ceux qui étaient derrière tout cela étaient des malades. Je ne peux qu'espérer que ce n'était qu'un vol complexe et rien de plus. Cela va paraître un peu bizarre, mais soyez indulgents avec moi. Chaque hiver, mes amis Kyle, Ricky et moi avons cette petite tradition de marcher sur ce lac gelé quelques villes plus loin. Il ne s'agit pas d'un grand événement ou quoi que ce soit, nous le faisons juste pour le plaisir. Il y a quelque chose dans l'ambiance d'être là-bas sur la glace, entouré d'un calme tranquille qui semble presque surnaturel. C'est juste une de ces choses simples que nous avons toujours appréciées. Appelez-nous bizarres, mais nous ne nous lassons jamais de la sérénité. Si vous avez déjà été seul dans la nature, avec pour seul bruit le doux crépitement des flocons de neige, vous savez de quoi je parle. C'est comme si vous aviez un morceau de nature pour vous tout seul. Les photos sont toujours superbes, ce qui est un énorme avantage pour quelques gars avant-gardistes comme nous. Cela s'est produit l'hiver dernier. Nous sommes en avril au moment où j'écris ceci, donc il y a environ 4 mois. Je sais ce que vous pensez probablement, mais ne vous inquiétez pas, aucun de nous n'est tombé à travers la glace. Ce n'est pas le sujet de cette histoire. Il neigeait beaucoup cette nuit-là, c'est la principale raison pour laquelle nous avons décidé d'y aller. Il était également constamment en dessous de 0 depuis quelques semaines. Nous étions donc relativement sûrs que le lac était complètement gelé. Personnellement, je préférerais l'hiver à l'été, n'importe quel jour de la semaine. Je parie que tous mes amis seraient d'accord. Il y a environ 1 million de raisons à cela, mais l'une d'entre elles est aussi simple que la chute de neige elle-même. Tout d'abord, c'est juste joli. Mais ce que j'aime le plus, c'est que vous ne vous retrouverez jamais dans le noir complet. Même après le coucher du soleil, le monde n'est pas entièrement sombre. La lumière qui se reflète sur la neige blanche se mélange de jour comme de nuit.
vous laissant cette sensation vraiment surréaliste qui ne vient de rien d'autre. La lune était également assez pleine cette nuit-là, donc ce sentiment était amplifié. Kyle conduisait cette nuit-là. Il avait un pick-up qui se comportait plutôt bien dans la neige, alors nous avons joué la sécurité et l'avons laissé conduire, même si Ricky était généralement celui qui nous conduisait. Le lac lui-même est entouré d'une fine forêt, nous ne pouvions donc pas conduire jusqu'au bord de l'eau. Je ne pense pas que « forêt » soit le mot juste. Il s'agit en réalité d'un groupe d'arbres peu dispersés. Mais c'est largement suffisant pour empêcher une voiture de passer. Nous nous sommes garés sur un parking à proximité et sommes sortis de la voiture. Il gelait. Nous nous sommes tous les trois emmitouflés et avons marché vers le lac. Je ne fumais pas à l'époque. Je ne le fais toujours pas, mais Ricky et Kyle le font tous les deux. Alors ils ont allumé quelques cigarettes pendant que nous marchions. Je pense qu'il était minuit passé, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il n'y avait personne là-bas. Ni un animal, ni une personne, rien. Aucun mouvement à part nous trois. Nous atteignons le lac et, comme nous l'avions prévu, il semble complètement gelé. Nous rions tous les trois de quelque chose de stupide lorsque Kyle a ramassé un petit rocher et l'a jeté sur la glace, testant son intégrité. Il ne s'est même pas fissuré. Alors nous avons pris cela comme une indication pour nous diriger vers le milieu du lac. Nous ne sommes évidemment pas allés très loin sur la glace. Cela aurait été imprudent. Mais nous nous sommes aventurés assez loin du rebord. Nous étions à environ 100 pieds lorsque quelque chose a attiré notre attention de l'autre côté du lac, près du bord où les arbres bordèrent la glace. Quelque chose de grand et de sombre bougeait. Nous avons immédiatement arrêté de parler. Nous nous sommes simplement arrêtés net, regardant quoi que ce soit. Il était grand, courbé, et se dirigeait lentement vers le lac. Finalement, nous avons réalisé ce que nous regardions. C'était un ours. Ricky fut le premier à dire quelque chose. Il murmura « Est-ce un ours ?» aussi doucement qu'il le pouvait. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait déjà la chamade. Si c'était un ours, la dernière chose que nous voulions faire était d'attirer son attention. Nous restions là, figés, n'osant même pas respirer trop fort. Mais ensuite, à mesure que la silhouette se rapprochait, quelque chose ne se sentait pas bien. Sa façon de marcher n'était pas tout à fait correcte, trop droite, trop humaine. Il semblait aussi qu'il y avait quelque chose qui traînait derrière. Rien dans tout cela n'avait de sens. C'était l'une des choses les plus bizarres que j'ai jamais vues. Et c'est à ce moment-là que tout s'est complètement redressé et que nous avons réalisé la vérité d'un seul coup. Ce n'était pas un ours, c'était une personne. Une personne portant une sorte de costume d'ours. Kyle a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» à voix basse, et je pensais exactement la même chose. Je sais que cela n'a pas l'air effrayant au sens générique, mais si vous aviez été là, vous auriez aussi été terrifié. J'ai essayé de répondre, mais les mots ne venaient pas. Je ne sais pas si j'étais plus effrayé ou confus, mais quelque chose m'a dit de rester silencieux. La silhouette continuait d'avancer vers la glace, traînant quelque chose derrière lui. Au début, il était difficile de dire de quoi il s'agissait. La neige rendait les détails flous. Mais, à mesure qu'il se rapprochait, j'ai réalisé qu'il tenait une corde attachée à la chose qu'il traînait. Quelques instants plus tard, nous pouvions le voir plus clairement. C'était un petit sac noir. Cela ressemblait à un sac poubelle de plus petite taille, si tant est qu'ils en aient fabriqué. Quoi qu'il en soit, c'était effrayant. Nous sommes restés là, ne sachant pas quoi faire. Mon esprit me criait de faire demi-tour et de partir, mais mon corps se sentait paralysé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pense pas non plus que Ricky et Kyle étaient très désireux de faire demi-tour et de partir, car aucun d'eux n'a bronché. Je ne serais probablement pas parti à ce moment-là, même si je n'avais pas eu si peur. J'avais besoin de savoir ce que faisait cette personne. Et puis, comme si la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, l'homme a ouvert la fermeture éclair et est sorti de sa combinaison d'ours. Le voir comme une personne n'améliorait pas les choses.
Il n'était ni particulièrement grand ni intimidant, mais il avait quelque chose de troublant chez lui. Nous l'avons vu se pencher, probablement pour ramasser une pierre, mais je ne pouvais pas le dire de si loin. Et puis le son a commencé. Il s'est agenouillé, tenant ce qui ressemblait à un rocher, et a commencé à le frapper à plusieurs reprises contre la glace. C'était peut-être un placebo, mais je jure que je pouvais sentir la vibration de la glace même de loin. Il essayait de passer, probablement pour se débarrasser de ce qu'il y avait dans ce sac. Ricky m'a tapoté l'épaule et je me suis retourné pour le voir, lui et Kyle, revenir sur la terre ferme. Sans un mot, j'ai emboîté le pas et nous avons essayé tous les trois d'avancer rapidement, sans faire trop de bruit. Chaque pas était assourdissant dans le calme, même si je savais que ce type ne pouvait en aucun cas entendre le craquement de la neige d'aussi loin. Nous avons à peine parcouru quelques mètres lorsqu'une voix a crié « Hé !» de derrière nous. Je n'ai même pas regardé en arrière, j'ai juste commencé à courir en priant pour que ce type n'ait pas d'arme. Le froid n'a pas aidé. Je me suis retrouvé essoufflé après même pas une minute de course. Je ne sais pas s'il a suivi. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Mais à ce moment-là, nous étions en pleine panique. Nous avons atteint le bord du lac et à ce moment-là, j'étais à bout de souffle. Après une très courte pause, nous sommes retournés silencieusement à la voiture et Kyle est parti immédiatement. Aucun de nous n'avait la moindre idée de ce que nous venions de voir. Kyle a dit que c'était probablement quelqu'un qui jetait ses déchets, mais je lui ai dit que c'était ridicule. Qui, censé, s'habillerait en costume d'ours en plein hiver pour jeter illégalement ses déchets? Il n'y avait aucun moyen. Ricky a dit que c'était définitivement quelqu'un qui jetait un corps, mais je lui ai dit que le sac était bien trop petit pour ça. Nous en avons parlé tous les trois pendant tout le trajet du retour, mais nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur une explication précise. Nous n'avons jamais eu de réponse. La raison pour laquelle j'y pense maintenant, c'est parce que ma mère regardait la télévision l'autre jour et qu'un vieux rapport de personnes disparues est apparu à l'écran. Il s'agissait d'un enfant de notre région et la chronologie de sa disparition correspondait assez étroitement à ce que nous avions vu sur ce lac. Je ne tire pas de conclusion hâtive, je sais que c'est loin d'être le cas et probablement juste une malheureuse coïncidence. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si ces deux choses sont liées d'une manière ou d'une autre. Au moment où vous entendez ceci, nous avons probablement signalé notre observation à la police.